Bonsoir, à toutes et tous. Merci d'être présents ce soir et j'espère que, cette petite présentation répondra à vos attentes. Donc je vais partager, mon écran. Hop, clac. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? C'est OK? C'est bon? Tout est OK, super. On va faire à peu près, allez, on va dire 45 minutes, pour nous laisser un petit peu de temps d'échange. Je vais vous présenter aujourd'hui, comment on fait pour amorcer une démarche biodiversité dans son organisation. Donc une présentation un peu de la méthodologie, générale et de quelques outils. Donc pour me représenter, rapidement, OK. Donc oui, effectivement, j'ai un petit peu plus de 10 ans d'expérience en biodiversité. Donc je suis écologue de terrain, consultante en stratégie et je fais aussi, de la formation. Donc j'ai pas mal de compétences, techniques, scientifiques et pédagogiques et ce que j'essaye de faire, en tout cas ce qui me fait, plaisir et ce qui me motive, c'est de rendre justement ce sujet, qui est très important, accessible à mes interlocuteurs et de les inspirer pour donner envie d'agir. C'est un petit peu, voilà ma raison, d'être, de mon activité. Donc aujourd'hui, je suis indépendante. Ma société s'appelle Nabi Écologie et pour la petite histoire, Nabi, ça veut dire papillon en coréen. Hem, donc aujourd'hui, quelle est cette démarche? Donc c'est, en fait, ce que je propose, c'est une approche 360 pour accompagner, la démarche biodiversité. Donc c'est une phase de diagnostic où on identifie les enjeux prioritaires, les risques, et opportunités liés à la biodiversité et un plan d'action qui permet de définir des objectifs de performance, des indicateurs et cetera. Donc j'ai pas inventé grand chose, c'est-à-dire que je me base surtout sur des méthodologies, qui sont aujourd'hui standards, et je mobilise des outils, existants ou, parfois ça m'arrive de créer, des outils sur mesure pour justement affiner ces diagnostics. Par exemple, j'ai eu le cas d'un fabricant de fenêtres qui avait besoin de comparer, en fait, l'impact biodiversité des matériaux, qu'il utilisait pour faire ses fenêtres, qui voulait comparer, ses fenêtres à la concurrence. Donc, voilà, on lui a créé un outil, en fait, de comparer, de scoring, voilà et parfois, je peux faire aussi des analyses cartographiques, essayer d'identifier la sensibilité de sites par rapport à des zones protégées. Voilà, bon, tout ça, on va dire, des choses un peu, personnalisées. Donc déjà pour commencer, je voulais savoir, vous pouvez, regarder, faire dans le chat et Linda me fera, la réponse. Est-ce que parmi vous, vous avez déjà réalisé une fresque de la biodiversité dans votre organisation? Une ou plusieurs études d'impact, dans le cadre de nouvelles constructions, si vous êtes par exemple dans l'immobilier, des diagnostics écologiques sur les sites, une stratégie ou démarche biodiversité, un rapport RSE avec des objectifs en matière de biodiversité, autre? Est-ce que vous avez déjà fait une de ces choses-là? Rien du tout? Alors, on a une réponse de Françoise. Oui, elle a déjà fait la fresque et non pour le reste. Isabelle, elle est animatrice FDB. Alors, je ne sais pas ce que signifie FDB. Presque de la biodiversité. Ah, OK, pardon. Mais sinon pas plus que ça? Non, j'ai pas d'autres réponses. OK, donc vous avez une belle marge de manœuvre. Du coup, donc quelques rappels aussi sur les concepts clés en matière de biodiversité. Une définition que j'aime bien, c'est celle de Robert Barbeau qui dit que la biodiversité, c'est le tissu vivant de la planète. Effectivement, on a toujours l'impression, quand on parle de biodiversité, de se focaliser sur, juste la diversité des espèces. Mais en fait, c'est un peu plus large que ça. C'est les composantes et variations, et toutes les interactions du monde vivant qui a lieu à 3 niveaux d'organisation. Donc c'est évidemment la diversité des espèces, donc la diversité spécifique, mais c'est aussi la diversité des écosystèmes, donc des habitats, voilà, des écosystèmes et de la diversité génétique. Donc la diversité génétique, c'est la variabilité au sein d'une même espèce. Et pour reprendre cette définition un peu d'écosystème, un écosystème, la définition, c'est que c'est un environnement, physico-chimique, dans lequel interagit une communauté d'espèces. Alors est-ce que vous sauriez nommer, un exemple ou un ou plusieurs exemples d'écosystèmes? Linda, est-ce que tu as des réponses? Pour le moment, j'ai pas de réponse.
Une idée? Un écosystème? Oh, c'est facile, hein. N'allez pas chercher trop loin. Ah, il y a des personnes, Alors on a, Philippe qui a dit un marais, un marais, bonne réponse. Jean-Michel qui a dit humain, Jean-Charles qui a dit aussi un marais, une forêt aussi. Voilà. Bah, une forêt, c'est un écosystème, un exemple. Mais, en fait, tous les écosystèmes sont un peu imbriqués les uns dans les autres. Donc, par exemple, une forêt est un écosystème, mais un arbre peut être un écosystème au sein d'une forêt. Parce qu'en fait, la communauté d'espèces qu'il y a dans la forêt est pas celle exactement la même que celle qu'il y a juste dans l'arbre. Dans la forêt, vous avez, je sais pas, des sangliers, des chevreuils, et des oiseaux. Bah, dans le chêne, vous allez avoir des oiseaux, mais pas forcément de sangliers ni de chevreuils. Mais en revanche, les oiseaux qui sont dans la canopée du chêne vont pas être forcément aussi les mêmes que ceux qui sont dans les racines du chêne. Donc vous voyez, en fait, tous les écosystèmes sont imbriqués les uns dans les autres et avec cette définition, bah, notre intestin est aussi, un écosystème. Voilà, donc un écosystème, c'est, aussi une diversité d'interactions et ça, c'est assez important de le souligner. Pour qu'il soit à l'équilibre, en fait, toutes les espèces donc interagissent entre elles. Donc il y en a qui se mangent, il y en a qui se mangent entre elles, il y en a qui coopèrent entre elles, il y en a qui s'aident les unes les autres, il y en a qui sont en compétition et en fait, c'est cette diversité d'interactions qui permet de maintenir, un équilibre. Or, cet équilibre, il est fragile et dès qu'un maillon, en fait, de cette chaîne, disparaît, c'est tout l'écosystème qui est altéré. Et aujourd'hui, on est, vous avez sans doute, entendu, parler de cet effondrement, mais on est, bah, dans une période où, enfin voilà, on vit, en fait, un effondrement de la biodiversité. Donc ça, c'est un indice qui est fait par le WWF, qui est suivi depuis les années, enfin depuis quelques années et en fait, qui identifie la taille, la population, enfin le volume, des populations, donc l'abondance des espèces. Donc c'est les populations au sein de chaque espèce et depuis les années 70, on a quand même perdu, bah, quasiment 3/4, de l'abondance de toutes les espèces, ce qui est, assez vertigineux. Vous avez d'autres chiffres, donc qui sont, aussi, qui font référence. Donc l'IPBES, c'est, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. C'est-à-dire que c'est un panel d'experts qui, étudie des articles scientifiques, et qui font des synthèses. Et donc le dernier rapport de l'IPBES qui date de 2019, donc qui est une synthèse en fait de, dizaines de milliers d'articles, scientifiques, évoque des chiffres comme un rythme d'extinction des espèces qui est entre, 100 et 1000 fois supérieur au rythme naturel. Vous avez aussi un autre indicateur comme quoi 75 des terres émergées sont significativement altérées. Donc aujourd'hui, on vit en fait une érosion, très forte de la biodiversité et donc on peut se dire: «Bon, bah, tant pis, il y aura moins d'oiseaux, c'est triste, mais c'est pas très grave». Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, bah, on sait que c'est les activités humaines qui sont au cœur du problème. Parce que, on sait enfin, en fait, ce rapport a permis d'identifier donc les causes d'érosion de la biodiversité. Donc, on sait que c'est d'abord la destruction des habitats naturels et la surexploitation des ressources qui, en fait, sont responsables de plus de 50 des causes d'érosion de la biodiversité. Voilà et donc c'est pas sans conséquence pour les activités économiques. Hem En fait, faut revenir dans les années 70. Vous avez une prise de conscience un petit peu globale que les ressources naturelles, en fait, son exploitation génère des externalités négatives. C'est par exemple, bah, le principe de pollueur, payeur. On sent que les activités économiques génèrent voilà, des impacts un peu négatifs sur l'environnement en général et donc vous avez, un économiste qui s'appelle, René Passé, qui en fait, pose les bases de l'économie écologique. En fait, il s'agit, de remettre l'économie dans les limites de la biosphère, déjà dans les années 70 et donc en fait, il évoque certaines choses qui font pas mal écho aujourd'hui. Il nous dit par exemple: «Si tous les biens de la biosphère n'appartiennent pas à la sphère marchande, en revanche, tous les biens marchands appartiennent à la biosphère et obéissent à ses lois». Effectivement, aujourd'hui, tous les approvisionnements qu'on peut avoir pour faire fonctionner l'économie, bah, viennent, jusqu'à preuve du contraire, de la biosphère. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? C'est que, voilà, la plupart des atteintes portées à la nature ne révèlent leur existence aux agents économiques qu'à partir du moment où elles ont franchi les seuils de tolérance. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'un milieu est pollué, bah, quand en fait, le milieu n'arrive plus, on va dire épurer, les pollutions et que du coup cette pollution, elle engendre une nuisance. Donc en fait, là, on est dans cette idée de dépassement, des limites, planétaires déjà dans les années 70.
Et donc tout ça, en fait, est le prémisse de ce qu'on appelle les services écosystémiques. Et pourquoi aujourd'hui la biodiversité est indispensable au bon fonctionnement de l'économie? C'est parce qu'elle rend un certain nombre de services, ou en tout cas, son fonctionnement permet aux activités humaines de fonctionner. Donc on a ce qu'on appelle, donc ces services, c'est ce qu'on appelle les biens ou services que les humains peuvent tirer directement ou indirectement du bon fonctionnement des écosystèmes pour assurer leur bien-être. Donc, c'est la Fondation pour la recherche en biodiversité qui pose cette définition. Et donc, vous avez trois, on va dire, selon les typologies, 3 ou 4 grands types de services écosystémiques. Donc, vous avez les services dits d'approvisionnement. Donc, ça, c'est tout ce qu'on va tirer directement de la nature. Donc, les matières premières, l'eau, les ressources médicinales, etc. Vous avez des services dits de régulation et soutien. Donc, ça, c'est tout ce qui permet la régulation de l'eau, de l'air, du climat, la régulation de l'érosion des sols. Un qu'on connaît très bien, c'est la pollinisation. Voilà, donc la formation des sols, etc. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les services culturels. Donc ça, c'est tous les services qui contribuent au, on va dire, bien-être physique et psychologique. C'est le fait d'aller se promener dans des environnements qui sont jolis. Donc, par exemple, le tourisme dépend très fortement on va dire, des services culturels. Voilà, c'est tout ce qui est santé mentale et physique. Le fait de mettre plus de végétation en ville, par exemple, ça répond à ce besoin. Et donc, les services écosystémiques, à la base, c'est un instrument vraiment de mesure économique des dépendances des activités humaines au capital naturel. C'est comme ça qu'on arrive, par exemple, à quantifier que la pollinisation, si demain, il n'y a plus de pollinisateurs, ça va nous coûter entre 230 et 580 milliards de dollars par an. Vous avez aussi une étude qui montre en Australie qu'une colonie de chauves-souris, donc les chauves-souris viennent manger en fait des petits papillons qui sont en fait des ravageurs des cotons. Et donc, ils se sont rendus compte que cette colonie de chauves-souris permettait d'éviter 64 millions de dollars de dommages par an. Voilà. Et donc, vous avez un autre exemple à New York où en fait, il s'est posé la question de construire une usine de traitement des eaux qui aurait dû coûter 5 milliards de dollars. C'était dans les années 90, mais ils se sont rendus compte que en restaurant une zone humide, ça faisait exactement le même effet, et pour seulement entre guillemets 1 milliard de dollars. Donc voilà, c'est aussi la nature nous rend beaucoup de services et qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'économie. Aujourd'hui, vous avez pas mal de chiffres. Donc, qui dit dépendance dit aussi risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quasiment plus de la moitié du PIB mondial qui dépend directement de la biodiversité. Et les services du coup qu'on utilise pour faire fonctionner l'économie, en fait, deviennent des risques si ces services n'existent plus. Donc, par exemple, si demain vous avez une usine dans une zone à très fort stress hydrique et que en fait, vous avez plus d'eau pour faire fonctionner l'usine, vous allez avoir un problème de production assez sérieux. Donc, pour récapituler un petit peu le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a la biodiversité, le bon fonctionnement des écosystèmes qui se rend à elle-même un certain nombre de services, donc en fait qui permet de générer tous ces services. Ces services, ils sont utilisés par les activités humaines. Or, ces activités sont dépendantes de ces services. Or, ces activités humaines génèrent un certain nombre de pressions. Donc, c'est les pressions identifiées par l'IPBES dont on parlait tout à l'heure, donc de changement d'usage des sols, etc. Ces pressions, elles génèrent des impacts. Donc, les impacts, c'est un changement d'état de la biodiversité, donc qu'on mesure par les effondrements dont je vous parlais tout à l'heure. Et ces impacts, si on n'a plus de biodiversité, on va avoir un problème parce qu'on n'a plus de services. Et si on n'a plus de services, on court un certain nombre de risques dans le bon fonctionnement en fait de notre économie. Donc les risques, ils sont à ce niveau-là, mais ils sont aussi à ce niveau-là parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui génère trop de pression va se confronter à des risques, par exemple réglementaires ou réputationnels, ou même voire financiers, parce que si elle a besoin de financement et que les financeurs ont un certain nombre de critères qui sont liés à des critères ESG, sur la partie environnement, il faudra montrer que vous générez pas trop de pression. Donc voilà. Et les opportunités, c'est justement de savoir comment aujourd'hui la sphère économique
peut réinjecter un petit peu d'énergie, peut restaurer la biodiversité pour que le système continue de fonctionner. Mais souvent on se dit, par où on va commencer? Donc c'est là qu'on va aborder un petit peu la méthodo pour passer à l'action, pour la biodiversité pas à pas. Donc aujourd'hui, pourquoi engager une démarche, biodiversité? Le principal intérêt pour une organisation, c'est d'identifier les risques et les opportunités sur les activités de l'entreprise. Donc ça peut être des risques opérationnels, réputationnels, en termes de financement et réglementaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez aussi une réglementation qui se durcit. Alors bon, la CSRD a connu un peu des remous, récemment, mais vous allez quand même avoir des exigences, réglementaires, tôt ou tard, qui vont en fait, vous demander des comptes en matière de reporting extra-financier. L'idée, c'est aussi de construire des indicateurs de performance pour communiquer, auprès de clients, de partenaires, de financeurs, et c'est aussi de se positionner dans un mouvement, d'entreprise, engagée. Hem Donc, aujourd'hui, vous avez différentes typologies de méthodologies. Moi, je conseille toujours de commencer, par cette méthodologie qui s'appelle, entreprise engagée pour la nature, qui est portée par l'OFB, qui est l'Office, français de la biodiversité, qui est très pédagogique, et c'est vraiment sur, cette méthodologie que je vais continuer par la suite. Si vous êtes déjà avancé, mais bon, c'est pas forcément le cas, vu notre petit sondage de tout à l'heure, vous avez aussi d'autres approches, donc notamment l'approche LEAP de la TNFD, la Task Force for Nature Related Financial Disclosure, qui a été notamment faite par pas mal d'experts et qui est en lien avec la CSRD. Donc aujourd'hui, vous avez des ponts entre cette méthodologie-là et les points à valider pour la CSRD. Donc c'est assez intéressant si vous êtes soumis à la CSRD, par exemple. Donc la démarche générale, donc comme je disais tout à l'heure, on va faire une phase de diagnostic, en construisant, enfin bon voilà, je vais vous présenter rapidement parce que le temps est compté. Une phase de diagnostic et une phase de plan d'action en, étape par étape. Donc la première étape, quand on veut commencer cette démarche, c'est déjà d'identifier l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc la phase amont, c'est-à-dire tous les approvisionnements en matières premières, la transformation, le transport, et cetera. La phase, en fait, des opérations directes, donc ça, c'est un peu vraiment l'action, les activités cœur, de l'entreprise ou, des sites, par exemple, si vous avez des usines ou des bureaux, des choses comme ça. Et la phase aval, ça va être tout ce qui va être utilisation, du produit ou du service, et tout ce qui va être fin de vie, par exemple, des produits, des consommables, des déchets, et cetera. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on va se demander, pour identifier ces dépendances aux services écosystémiques, de quelles ressources mon activité elle a besoin pour fonctionner. Et donc j'aime bien cette petite méthode qui est très, très intuitive. C'est de se dire, finalement, est-ce que, quelle part de mon activité dépend, de cette ressource? Est-ce que s'il n'y a plus cette ressource ou si ce matériau, vient à manquer, est-ce que c'est substituable, ou pas? Voilà, donc à partir de ces quelques questions, on peut se demander, à quel point on est plus ou moins dépendant d'une ressource. Donc je vais vous donner quelques exemples, juste après, pour que ça soit peut-être un peu plus clair. Ensuite, identifier les pressions. Donc quand on identifie, les pressions, donc on a dit: «Bon, OK, voilà mes dépendances, mais maintenant je vais regarder, en quoi mes activités contribuent aux 5 pressions qu'on a vues tout à l'heure». Donc les pressions, ça mesure une altération. Il ne faut pas confondre pression et impact. Alors souvent, dans le jargon, la plupart des acteurs ou la plupart des gens qui regardent ce sujet, ils vous parlent souvent d'impact sur la biodiversité, mais comme on le verra, mesurer un impact sur la biodiversité, c'est extrêmement compliqué. Hem, donc les pressions, c'est plutôt, voilà, les surfaces de forêt qu'on va détruire, le taux d'artificialisation, la quantité de polluants rejetés dans l'eau, et cetera. Quelques exemples, pour la pression destruction d'habitat, on va par exemple regarder, le nombre d'hectares artificialisés, les hectares de zones humides détruites, et cetera, et cetera. Donc on regarde vraiment une destruction d'habitat, on va dire un peu directe. Sur l'exploitation des ressources, on va regarder par exemple la quantité de bois exploité, la consommation d'eau, le volume de pêche. Donc vous voyez, c'est très, voilà, c'est très, très direct. Sur la contribution des pressions au changement climatique, là, c'est assez, «facile» entre guillemets, c'est, le bilan des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, c'est votre bilan carbone. Sur les pollutions, on va regarder en quoi les activités, encore une fois sur toute la chaîne de valeur,
contribuent à la pollution de l'air, de l'eau, des sols, à la pollution lumineuse ou au dérangement. Et enfin, on va se demander si mon activité, elle contribue à l'introduction ou à la propagation d'espèces exotiques envahissantes. Et la question subsidiaire de tout ça, c'est de se dire, bah, est-ce que ces pressions, elles ont lieu dans des zones à fort enjeu écologique? Par exemple, si je m'approvisionne, je sais pas moi, en bois, en teck, bah, est-ce que ce teck, il vient de forêts, tropicales extrêmement riches en biodiversité? Et aujourd'hui, vous avez des cartographies et qui permettent de regarder ça. Pour mesurer un impact. Alors comme je le disais, mesurer un impact, c'est assez compliqué, parce que ça implique d'avoir un état initial et de comparer l'impact par rapport à un état initial. Donc là, c'est un exemple, par exemple, donc ça, c'est un avant-après, donc vous voyez, c'est les mêmes routes et cetera. Là, vous voyez, c'était une photo aérienne prise dans les années 50 avec beaucoup de bocage, beaucoup de haies bocagères. Et vous n'êtes sans doute pas sans savoir qu'après la guerre, on a fait ce qu'on appelle le remembrement agricole. Et donc, on a supprimé beaucoup de haies. Donc, il y avait vraiment des subventions pour supprimer les haies, pour agrandir les parcelles. Sauf que cette suppression a eu des impacts. Et donc, sur la biodiversité, aujourd'hui, ça se ressent extrêmement fort. C'est-à-dire que c'est non seulement la destruction des habitats, mais aussi l'intensification des pratiques agricoles qui ont conduit à un effondrement, par exemple, des populations d'oiseaux spécialistes des milieux agricoles. Donc aujourd'hui, depuis une quarantaine d'années, on a 30% de la population des oiseaux des milieux agricoles qui a disparu. Donc l'impact, il est là. Donc vous voyez, l'impact, ça mesure vraiment une notion de avant-après. Et donc, comme on sait que la biodiversité, ce n'est pas juste la diversité des espèces, si on veut mesurer un impact sur la biodiversité, eh ben, c'est un petit peu trop facile de prendre juste la diversité des espèces. Il faut regarder un petit peu d'autres facteurs, enfin en tout cas d'autres éléments. Là, par exemple, sur les oiseaux, on est sur l'indicateur taille des populations et le nombre d'individus au sein d'une population. Donc vous voyez, mais il faut aussi prendre par exemple la qualité des écosystèmes, la fragmentation des habitats. Est-ce que ça a un impact sur voilà, la connectivité écologique, etc., etc. Donc identifier un impact sur la biodiversité, ça reste assez complexe. Alors aujourd'hui, peut-être que vous en avez entendu parler, vous avez ce qu'on appelle des métriques d'impact qui sont issues de méthodologies d'ACV. Donc vous avez des métriques qui sont un petit peu parfois barbares. Voilà, peut-être que je vais peut-être pas m'étendre sur le sujet, mais si vous avez envie d'en discuter, on pourra aller plus loin après. L'idée, voilà, c'est des métriques qui s'appuient en fait sur des données géographiques et qui permettent d'évaluer un impact, enfin qui estiment un impact. Voilà, c'est des estimations d'impact. Mais on ne va pas sur le terrain pour regarder si concrètement il y a vraiment eu un impact ou pas. Et donc, vous avez une méthode qui s'appelle par exemple le Global Biodiversity Score, qui est porté par la Caisse des dépôts, CDC Biodiversité plus particulièrement, et donc qui a développé cet outil qui permet en fait, l'intérêt, c'est ça donne un indicateur, on va dire agrégé, qui permet de comparer en fait, les impacts de l'entreprise, sur là, en l'occurrence, différents pays. Donc là, c'est l'exemple de Michelin. Donc c'est l'impact de Michelin en fonction de la production de caoutchouc sur différents pays. Et bon, on voit que là, en République du Congo, il y a le sujet est là. Donc ça permet en fait de voir où les impacts générés sont les plus forts. Le seul inconvénient de ces méthodologies, c'est que c'est extrêmement coûteux, qu'il y a beaucoup d'approximations qui sont faites parce que souvent les entreprises manquent de données. Donc en fait, ils utilisent des bases enfin en tout cas des moyennes sectorielles. C'est une vie extrêmement généraliste et c'est vraiment adapté seulement aux grosses entreprises. Voilà, donc une fois qu'on a fait cette phase de diagnostic, en fait, ça permet à l'entreprise de synthétiser un peu les risques et opportunités qui sont liés aux dépendances et aux pressions ou impacts, et d'identifier un peu les enjeux prioritaires et les parties prenantes à impliquer. C'est à ce moment-là qu'on se fixe un peu des objectifs et qu'on peut préparer un plan d'action. Donc, je vous donne un petit exemple. Par exemple, si je dois construire ma chaîne de valeur, si je suis dans le secteur immobilier, je vais regarder l'approvisionnement et les matériaux de construction. Si je suis dans le secteur viticole, ça va être les tonneaux, les bouteilles, les étiquettes, les fournisseurs d'engins viticoles, etc.
Si je suis dans le secteur tertiaire, parce que alors souvent on me pose la question, genre ah ben moi je suis comptable, moi je n'ai pas de, j'ai pas d'impact sur la biodiversité. Bah si, en fait, jusqu'à preuve du contraire, vous utilisez quand même des ordinateurs, de l'énergie, etc. Et dans les ordinateurs, il y a quand même beaucoup de métaux rares qui viennent pas de nulle part, qui viennent de carrières, et donc du coup l'extraction minière qui est liée à tous les éléments qu'on retrouve dans un ordinateur génère un certain nombre d'impacts sur l'environnement et la biodiversité. Si je suis dans mes activités, donc opérations directes, encore une fois, si je suis dans le secteur immobilier, ça va être qu'on va regarder la conception, la construction, l'exploitation. Le secteur viticole, c'est toutes les pratiques autour de l'exploitation de la vigne. Et dans le secteur tertiaire, ça va être le fonctionnement des bureaux. Bon, effectivement, là, on va surtout être sur des consommations d'eau, d'énergie, voire si on a des jardins, on peut faire des choses, etc. Et en aval, donc ça va être utilisation des produits, services ou fin de vie. Sur le secteur immobilier, ça va plutôt être la démolition. Et donc là, on va pouvoir jouer sur est-ce que la démolition de mon immeuble génère des déchets, ou est-ce que mon immeuble est convertible, ou est-ce que je l'ai conçu de manière à ce que les matériaux soient réutilisables, réemployables, etc. Sur le secteur viticole, ça va être plutôt les déchets, on va dire, liés aux bouteilles, aux étiquettes, les packaging, etc. Et sur le secteur tertiaire, alors ça va être la fin de vie du matériel, mais j'ai oublié quelque chose, ça va être aussi la manière, par exemple, si vous faites du conseil, ça va être aussi les clients que vous accompagnez. Ça va être aussi un petit peu, on va dire, l'utilisation de vos services. Donc, quelle type de service vous allez donner et à quoi vont servir ces services. Est-ce que ça va être des services qui vont contribuer plus ou moins, on va dire, à la biodiversité. Donc ça, c'est intéressant aussi de regarder ça. Si on regarde la dépendance aux services écosystémiques, on peut se dire, parmi ces services, desquels a-t-on besoin pour assurer le bon fonctionnement de l'activité? Donc là-dedans, par exemple, si on est dans le secteur construction, production de bois, par exemple, on me dit, bon, là, je sais que j'ai un approvisionnement en bois, on a besoin de matières premières, donc de bois. Mais on a aussi finalement toutes les autres typologies de régulation sont extrêmement importantes. La régulation du climat, par exemple, c'est important parce que si vous êtes dans une zone où il va y avoir de plus en plus de tempêtes, d'inondations, etc., peut-être que votre approvisionnement en bois, il est à risque. Si vous êtes dans une zone où il y a un risque d'incendie extrêmement fort, la forêt risque de brûler. Donc voilà, donc vous dépendez de la régulation du climat, de l'eau, d'une certaine manière des pollinisateurs, évidemment formation du sol, photosynthèse. Voilà, donc ça, quelques exemples. Et si par exemple vous êtes dans le secteur du tourisme, eh bien vous dépendez en fait de tout ce qui va, de la beauté, on va dire, des paysages et du fait que ces paysages soient en bon état. C'est-à-dire que demain, si voilà, vous êtes spécialisé, je sais pas moi, dans le trek en montagne et que il y a plein de déchets partout et que ça devient terrible, bon les gens vont plus avoir trop envie de venir. Voilà, c'est des choses comme ça. Ensuite, donc on passe à l'étape 3 sur les pressions. Donc là, on a fait la chaîne de valeur, on connaît un petit peu nos dépendances. Maintenant, on va se dire, OK, en quoi mon activité contribue à ces pressions. Donc là, je reprends un exemple, par exemple, d'approvisionnement en bois. Donc si je m'approvisionne en bois, il va falloir que je me dise, OK, quel est le nombre d'hectares, par exemple, qui ont été détruits par an? Et est-ce que mon approvisionnement en bois contribue à la destruction d'habitat dans une zone protégée ou à côté d'une zone protégée? Ça va être sur l'exploitation des ressources, ça va être facile, ça va être les tonnes de bois achetées par an. Ça va être mon approvisionnement direct en bois. Sur les changements climatiques, ça va être toutes les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées aux engins d'exploitation du bois ou au transport. Sur les pollutions, ça va être la pollution des sols. Est-ce que, par exemple, il y a eu des pesticides, des nitrates, des métaux lourds? Ça va être la pollution sonore aussi, parce que quand je coupe mon bois, ça fait un peu de bruit, un petit peu de dérangement.
Voilà. Et les espèces exotiques envahissantes, est-ce que l'exploitation du bois, est-ce que c'est du bois exotique, est-ce que je vais ramener, et cetera? Peut-être que enfin voilà, est-ce que ça va contribuer à introduire ou à propager une ou plusieurs espèces exotiques envahissantes? Donc en fait, pour chaque, typologie, on va dire, d'activité ou de process, on va regarder en quoi il contribue, à, chacune de ces pressions. Et donc ça va être, c'est un travail un peu scolaire, mais qui permet en fait d'avoir de rien oublier et vous allez voir que souvent, on peut trouver des indicateurs qui répondent à plusieurs choses. En synthèse, donc une fois que j'aurai fait ma synthèse, je vais me dire: «OK, quels sont mes risques opérationnels?» Donc par exemple, pareil sur le bois, mes risques, ça va être les maladies, une baisse de productivité du bois, une augmentation des coûts, une baisse de la qualité du bois et cetera. Donc pour éviter, pour répondre à ces risques, les opportunités, je vais essayer d'avoir un mode de gestion adapté, je vais augmenter les plantations pour être sûr que mon approvisionnement, reste bien. Hem Sur les risques réglementaires, peut-être qu'en fait dans mes bois, j'ai des espèces protégées, voilà donc qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Que je fasse des études écologiques en amont, que j'anticipe en fait, ces risques réglementaires. Je peux aussi avoir des risques financiers. Si par exemple j'ai des zones qui sont à risque d'incendie, je vais avoir un problème aussi, d'assurance. Peut-être que je vais plus trouver, d'assureurs, qui vont m'assurer mes bois parce qu'ils seront, trop à risque, d'un point de vue, je sais pas, maladie, incendie, ouragan, et cetera. Donc là, l'idée, c'est de se dire: «Comment je fais, pour accéder à des financements intégrant des critères environnementaux?» Plus je vais pouvoir montrer que la gestion que j'ai que enfin, en tout cas, mes fournisseurs ont de cette forêt est résiliente, plus, en fait, je pourrais me faire financer. Après, il y a aussi des risques, réputationnels. Par exemple, si, l'exploitation, avec laquelle je travaille, elle est localisée dans une zone à fort attrait touristique. Alors je pense, par exemple, aux forêts du Morvan. Aujourd'hui, il y a un gros sujet dans le Morvan qui est un parc, régional, où il y a des exploitations forestières qui font des coupes rases. Ça devient un vrai sujet, en fait, local, pour aussi le tourisme. Parce que les gens, ils aiment bien quand même se promener à vélo, en famille, dans les bois et si, les bois, se font totalement, raser, ça a un vrai enjeu économique pour, l'attractivité touristique du territoire. Et donc, qu'est-ce que je fais? L'opportunité, c'est de se dire: finalement, je vais éviter, d'exploiter à proximité des chemins de rando, mais je vais aussi sensibiliser, je vais, m'engager en tant que marque, enfin, je vais essayer de renforcer mon image, pour dire: «Voilà, ici, je protège la biodiversité, je ne coupe pas parce que» et cetera et cetera. Ou, voilà mes pratiques de gestion qui sont, responsables. Voilà, donc ça, c'est la partie, diagnostic. Donc une fois que j'ai tous ces éléments, on va pouvoir construire un plan d'action. Donc, quels sont les objectifs du plan d'action? Le plan d'action, pour répondre aux objectifs mondiaux, aux réglementations européennes et cetera, il doit de manière alors c'est un peu flou, hein, comme objectif, j'en conviens, mais il s'agit de contribuer à inverser la courbe d'érosion de la biodiversité. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de chiffrage précis, c'est très flou, c'est très difficile de savoir comment on peut répondre à cet objectif. Mais, ce qu'on peut faire néanmoins, c'est qu'on se dit que finalement en évitant et réduire les pressions qui génèrent, théoriquement ces impacts négatifs, on peut contribuer, on peut aussi le faire en, restaurant et régénérant des écosystèmes dont, nos activités, dépendent ou sur lesquels on a le plus de pression. Donc ça va être un petit peu ça, qui va articuler notre plan d'action, éviter et réduire les pressions et des actions qui permettent de restaurer et régénérer les écosystèmes. Donc éviter et réduire les pressions, qu'est-ce que ça veut dire? L'évitement, c'est des mesures qui, suppriment totalement une pression, et la réduction, qu'il a réduit là où elle peut pas être totalement évitée. Donc quelques exemples, donc par exemple, nous en tant qu'écologues, quand on réalise des études d'impact, par exemple pour un projet, immobilier, on nous demande d'évaluer et l'autorité environnementale nous demande d'expliciter, des mesures vraiment d'évitement. Donc, une mesure d'évitement, ça veut dire, on va essayer de conserver des zones non construites. C'est-à-dire qu'on conserve, on protège littéralement, une zone qui peut être même une zone totalement en friche, hein. J'ai eu un projet comme ça récemment où on se dit: «Bah non, cette zone-là, on va la baliser et on n'y touche pas», parce qu'on sait qu'il y a eu quelques espèces protégées qui nichaient dedans. Donc, on évite totalement l'impact. Hem
on peut décider d'être 100 dans l'utilisation de matériaux recyclés. Comme ça, on évite, on va dire, l'exploitation de ressources. On peut, interdire, par exemple, l'accès à une zone pendant une période de reproduction d'une espèce. Moi qui fais, par exemple, de l'escalade, il y a des zones, alors par exemple dans les écrins ou, en Espagne, où vous avez, de la reproduction de vautours ou de rapaces, très protégés et qu'on trouve que dans ces endroits. Bon, bah, par exemple, en Espagne, ils interdisent totalement l'accès, aux montagnes pendant quelques mois, pendant je pense un mois ou 2, bah, le temps que les vautours, aient, fini leur période de reproduction ou en tout cas que les jeunes soient, on va dire, assez matures. Donc voilà, donc éviter totalement une pression, c'est quand même assez difficile et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi d'entreprises qui vont plutôt sur de la réduction de pression. Donc c'est, bah, là, ça va être ce que vous connaissez sans doute, le plus classique, réduire les émissions de gaz à effet de serre, planter des espèces en faveur de la biodiversité sur un projet. Par exemple, si je détruis, un endroit, bah, je vais essayer de replanter. Donc je pourrais pas totalement, éviter l'impact, parce que, bah, je devrais quand même construire, mon projet, mais je pourrais le réduire en recréant un petit peu des écosystèmes. C'est réguler les flux touristiques, c'est, augmenter la durée de vie du matériel informatique, c'est, augmenter la part de matériaux recyclés ou issus des réemplois dans des process de fabrication, par exemple. C'est, se convertir vers l'agriculture, biologique. Voilà, donc ça, c'était des exemples. Ensuite, si on doit restaurer et régénérer, alors on entend beaucoup parler aujourd'hui de régénération, de l'économie régénératrice, et cetera. Il faut savoir que sur la biodiversité, c'est, très spécifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la restauration écologique, c'est un processus vraiment, on va dire de travaux. C'est-à-dire que c'est assister la régénération des écosystèmes qui ont été dégradés ou endommagés. Donc, il s'agit de permettre à un écosystème de retrouver sa fonctionnalité, c'est-à-dire accueillir, une communauté d'espèces, constituer des zones de reproduction, et cetera. Et donc, en fait, ça demande un certain nombre de travaux. Donc, par exemple, si on doit recréer une zone humide, souvent, il faut couper des arbres, creuser, voilà. Donc, c'est assez technique. Bon, après, on peut aller dans des trucs un peu plus soft, mais là, c'était aussi pour marquer le coup, pour dire, voilà, est-ce qu'on veut faire de la restauration écologique? On fait vraiment, appel à des entreprises de génie écologique et c'est souvent des gros travaux. Voilà, donc une fois qu'on a fait tout ça, l'idée, c'est de définir des objectifs de performance et des indicateurs de suivi. Donc en fait, ces objectifs, ils se fixent par rapport, bah, aux enjeux qu'on a identifiés, et on va essayer de trouver des objectifs, chiffrés qui permettent de construire des indicateurs et ces indicateurs, ils devront être utiles pour piloter les performances dans le temps, pour se mettre en conformité avec la réglementation et pour communiquer. Et en fait, les typologies d'indicateurs, moi, j'aime bien en distinguer, 3. On va distinguer, tout ce qui va être, indicateur de pression. Donc on va se dire, comment on peut faire un suivi, d'indicateurs qui permettent d'éviter ou réduire les pressions. Comment on va contribuer directement à l'amélioration de l'état de la biodiversité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, bah, la restauration écologique, donc tous les gains écologiques. Donc ça, on peut le faire, sur des sites, mais on peut le faire aussi sur le territoire. J'ai travaillé par exemple avec Pernod Ricard, qui nous a, commandé une étude pour, identifier, bah, toutes les actions de restauration écologique qu'ils pouvaient faire sur, le territoire de l'AOC Cognac, par exemple. Donc voilà. Donc c'est tout ce qui va être aménagement en faveur de la faune et de la flore et après il y a tout ce qui va être contribution indirecte. Donc ça c'est plutôt des actions, enfin en fait de la sensibilisation aux enjeux. C'est par exemple, je vais sensibiliser mes salariés afin qu'eux-mêmes, peuvent s'engager dans des mesures qui vont, de manière indirecte éviter, réduire les pressions et cetera. Donc en fait on peut aussi aller dans pas mal de contributions, indirectes, voilà. Quelques exemples. Donc, par exemple, un plan d'action. Donc ça, si je suis toujours sur mon approvisionnement en bois, si une de mes actions, c'est de me dire: «Bah, je voudrais, qu'il y ait 100 de mes fournisseurs qui fassent, 0 coupe rase, qui ait un label, et cetera», donc je mets mon cahier des charges et ben, c'est magique, ça permet de répondre à, plein de pressions. Donc en fait, juste avec une mesure, je permets d'éviter et de réduire, bah, des pressions sur la destruction d'habitat, les pollutions, les espèces exotiques envahissantes. Pareil, si, je retravaille ma conception en disant: «Bon, bah, là, mon objectif, c'est au moins 50 de matériaux, issus du réemploi ou recyclés», ben, je réduis pareil, mes pressions sur, de dépression et cetera. Donc en fait, l'idée, c'est de trouver, en fait, des actions qui permettent de répondre à plusieurs enjeux. Si je veux restaurer ou régénérer, là, c'est pareil, donc si je m'approvisionne en bois,
bah, je me dis: «Est-ce que, l'action principale, ça va être de participer à la restauration d'écosystèmes forestiers?» Donc là, je vais me dire: «Est-ce que mes sites d'exploitation, elles sont localisées à proximité de zones protégées? Est-ce que je peux contribuer au financement et des actions de restauration, locales?» Et cetera et cetera. Et là, mon indicateur de restauration ou de régénération, ça va être, bah, je vais contribuer à restaurer X hectares de zones boisées sur, telle période. Si je veux participer à la préservation, d'espèces cibles, et bah, là, c'est pareil, c'est des suivis écologiques. Ça veut dire qu'il va vraiment falloir aller sur le terrain en disant: «Bah, je vais, contribuer à la recréation de X hectares favorables à cette espèce, mais je vais essayer de faire des suivis, pour voir si, mes actions ont un effet positif». Donc l'effet sur la biodiversité, c'est de se dire: «Est-ce que, bah, j'ai plus de couples? Est-ce que, j'ai plus d'espèces? Est-ce que, il y a plus de zones d'hibernation pour telle ou telle espèce, et cetera. Donc c'est des choses qui se mesurent directement sur le terrain. On oublie souvent que parfois, bah, la biodiversité, c'est quand même, des oiseaux, des papillons, enfin c'est vraiment, voilà, c'est ce qu'on va observer, sur le terrain. Voilà, donc pour finir, la biodiversité, donc c'est un enjeu stratégique. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser, de former en interne, de comprendre pourquoi et en quoi la biodiversité, et ses services sont stratégiques pour l'entreprise. Ça, c'est vraiment important, bah, de prendre conscience, de ça. D'identifier aussi, bah, les dépendances, les pressions, les risques et les opportunités. Bah, non seulement pour permettre à l'entreprise, bah, d'être viable dans le temps, parce que si aujourd'hui vous dépendez trop d'un service qui est, extrêmement dégradé ou qui est amené à se dégrader dans le futur, bah, c'est bien d'anticiper ça et de prendre des mesures en fait, bah, pour vous protéger. Hem, voilà, et c'est aussi de les quantifier pour mettre en place, un plan d'action. Si vous avez pas déjà fait votre bilan carbone, bah, bonne nouvelle, si vous travaillez sur les enjeux biodiversité, ça permet aussi de travailler sur des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et de la même manière, réduire des émissions de gaz à effet de serre, souvent, ça permet de travailler sur les enjeux biodiversité. Voilà, donc aujourd'hui, il existe pas mal d'outils, open source, pour vous accompagner. Donc de toute façon, bah, on vous enverra la présentation, donc vous pouvez aller regarder, mais vous avez, sur tout ce qui est, évaluation des risques et dépendances, bah, vous avez un certain nombre d'outils gratuits. Pareil sur l'évaluation des pressions et impacts, et le GBS, donc le Global Biodiversity Score, il y a une version, open source, alors que j'ai pas réussi encore à tester, mais qui existe. Donc je peux pas vous donner d'avis dessus parce que, voilà, je l'ai pas testé. Voilà. Donc quelques exemples d'outils pour la phase de diagnostic. Vous avez un truc, c'est pas mal, hein, le Biodiversity Risk Filter. Ça vous permet en fait de mettre des sites et de regarder, par exemple, si votre site il est localisé dans une zone, à plus ou moins, fort, stress hydrique. Voilà, le Biodiversity Risk Filter. Voilà, quelques catalogues. Vous avez aussi, un diag, alors qui vient de sortir, le diag biodiversité, qui est fait par la BPI France. Donc ça, je vous invite aussi à regarder, donc vous pouvez me contacter pour, si vous êtes intéressé. Voilà, et vous avez aussi une plateforme qui s'appelle Entreprises et biodiversité, qui vous donne un certain nombre d'outils, voilà, pour passer à l'action, quoi. Voilà, voilà. Oui, un petit Bien. sujet IA, mais sur, l'IA peut-elle sauver la biodiversité? Bah, tout ça pour vous dire qu'on utilise déjà beaucoup, l'intelligence artificielle aujourd'hui en écologie, ça fait une dizaine d'années, pour faire des inventaires, ou des interprétations d'images satellites ou de la classification automatique. Voilà, donc pour finir, mon conseil, c'est de faire confiance à votre bon sens, opter pour des approches simples, mais pas forcément simplistes. Formez-vous en interne et faites-vous accompagner pour créer des outils qui seront, qui seront adaptés à vos besoins. Voilà, voilà. Merci Hortense, très intéressant. Et maintenant, on va peut-être passer aux questions-réponses. Donc, Linda va ouvrir les micros. Et s'il y a des questions, bah, je vous laisse les poser. Peut-être que je vais en poser une moi en premier. Mmh. Mais une question concernant les grandes bassines. Oui. En quoi sont-elles néfastes, les grandes bassines? Bah, les grandes bassines, en fait, elles viennent, capter de l'eau des nappes. Donc en fait, ça va déstabiliser de manière hydraulique toutes les zones humides qui peuvent être localisées, en fait, c'est un stockage d'eau artificielle, qui peut, dans certains cas, déstabiliser l'hydrographie, autour. Et donc les zones humides qui vont s'assécher. Et une zone humide qui s'assèche, bah, c'est une zone d'épuration, enfin, en fait, c'est
une usine naturelle d'épuration de l'eau qui disparaît. Et c'est aussi des habitats pour un certain nombre d'espèces. Voilà. C'est principalement le sujet. Mais je pense que ça dépend, encore une fois, il y a beaucoup de questions auxquelles je réponds par « ça dépend ». Parce que en fait, ça dépend de la localisation, ça dépend des ressources en eau locale, ça dépend de plein de choses. Bon, je précise, parce qu'on a déjà eu une personne qui vient de dire qu'il devait nous quitter, que cette présentation sera en ligne d'ici la fin de la semaine certainement, et que Linda laissera bien entendu les coordonnées de Hortense si quelqu'un veut prendre contact avec elle. Voilà, je laisse la parole à celles et ceux qui souhaitent poser des questions s'il y en a. Vous pouvez tous activer vos micros, donc vous pouvez poser vos questions si besoin. Ah, Jean-Charles a une question, je crois. Votre micro? Pardon. Jean-Charles, entend. Oui, très bien. Oui. Bon, c'est un enjeu formidable et c'est passionnant. Merci de cette présentation. Mais la biodiversité, c'est la vie. Or, la vie, ce n'est pas un équilibre, c'est une marche en avant. Donc, comment est-ce qu'on mesure ces enjeux-là? Parce que c'est extrêmement compliqué de définir qu'aujourd'hui, là, j'ai vu un reportage récemment là, sur ce qui se passe à Tchernobyl. En fait, Tchernobyl, il y a la biodiversité, enfin la vie sauvage a repris ses droits. Complètement. Oui, et ça n'était pas prévu. Donc, franchement, ces enjeux, je ne suis pas sûr que nos politiques se rendent vraiment compte quand ils prennent des décisions là, sur je ne sais quoi, de l'enjeu à 20 ans, 30 ans. Ça, c'est vraiment extrêmement complexe. Et oui. Et du coup, quelle est votre question Non, mais je disais qu'effectivement, par exemple, on prenait le cas des bassines. Moi, je me suis promené récemment là, dans la région parisienne. Il y a des bassines qui ont été faites sous Louis XV. Bon, ben, maintenant, l'équilibre, il est ce qu'il est actuellement. Et il est très bon. Et donc, si à l'époque, on avait refusé de faire ces bassines de l'époque, on n'aurait pas… Oui, après, je pense qu'il y a une question de dimensionnement, de flux hydrologique. Alors, je ne suis pas hydrologue, donc c'est pas, je maîtrise pas tous les tenants et les Non, je aboutissants sais bien. d'hydrologie. Non, mais de toute façon, votre présentation était très bien parce qu'elle n'était pas du tout polémique. Hein. Elle était factuelle. Oui. Bon, et j'ai une question. Est-ce que vous connaissez, savez-vous où en sont les études de Gunther Pauli sur l'eau? Vous savez Gunther Pauli? Gunther Pauli, non. Gunther Pauli, c'est l'inventeur de l'économie bleue. Ah oui, d'accord. Oui, voilà, oui. Et il disait qu'il voulait faire des études sur l'eau, puisqu'il dit qu'en fait, on ne sait pas très bien comment fonctionne le système hydrologique mondial. On ne le sait pas vraiment. Donc, vous ne savez pas non plus. Oui, non, je ne suis pas spécialiste de l'eau. Non, d'accord. Merci. Moi, j'ai une question. Votre cible, entreprise, est-ce que c'est grande entreprise, ETI, PME, ou est-ce que des startups peuvent aussi s'y intéresser? Enfin, qu'est-ce que ça peut apporter, même sur un plan marketing, à une entreprise? Je dirais, en fait, c'est toute taille, et qu'aujourd'hui, même un business model d'une startup peut se construire avec justement cette visée, et qu'en plus, il y a aujourd'hui beaucoup de fonds. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu, il y a Mirova qui a remporté un fonds. Vous avez aussi beaucoup de fonds biodiversité qui sont liés, c'est quoi? C'est Capital Risque, je crois, donc pour accompagner des startups. Qui visent à accompagner des startups qui ont un impact positif sur la biodiversité. C'est-à-dire qu'il faut que les startups montrent comment leurs solutions contribuent sur un petit peu les 3 contributions que je disais, de manière soit elles permettent de réduire des pressions sur la biodiversité, ou elles permettent de contribuer directement à la restauration écologique, etc., ou indirectement. Mais en fait, on leur demande que leurs solutions contribuent de manière directe ou indirecte à la préservation et restauration de la biodiversité. Donc aujourd'hui, c'est un sujet qui va devenir de plus en plus fort. Donc ça concerne les startups, les PME, les ETI, les grandes entreprises. Et d'ailleurs, moi, j'ai tout le panel dans mes clients.
Il y a à la fois vraiment des toutes petites PME qui me demandent, eux, c'est plus pour valoriser leurs bonnes actions. Et puis, des grosses entreprises qui sont plus sur la partie répondre à la réglementation, s'engager, etc., quoi. Donc, vous avez tous les profils. Ok, merci. Je vous en prie. D'autres questions? Oui, je me permets. Bonsoir Alexandra, je m'excuse, je ne peux Bonsoir. pas allumer ma caméra. Bonsoir Hortense, merci beaucoup pour la présentation qui est excellente. Alors moi, je suis directrice Merci. RSE dans un groupe qui est présent dans 7 pays et c'est vraiment un sujet, on maîtrise plutôt bien tout ce qui est carbone, mais plutôt tous très mal tout ce qui est biodiversité. Donc merci beaucoup d'avoir vulgarisé vraiment tout ça. Merci. Moi, j'aurais une question en fait par rapport à notamment au carbone. Donc, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, tout le monde travaille sur le carbone. Et j'ai appris récemment, d'ailleurs, en discutant avec Cartier, que je peux citer parce qu'on a de très forts liens avec Cartier, avec l'école. En fait, on parlait donc de notre réduction de scope 1, donc d'un point de vue carbone, donc tout ce qui est fuel. Et aujourd'hui, donc au Sri Lanka notamment, le pays n'étant pas stable économiquement, on a plusieurs coupures d'électricité qui font que nous, pour pouvoir continuer le business, on a besoin d'avoir des générateurs. Ces générateurs fonctionnent au fioul. Et donc, on a eu une recommandation de nos consultants également dans le cadre de SBTI, Science Based Target, donc pour réduire notre scope 1, de passer au biofuel pour ces générateurs. Sauf que Cartier nous a dit la semaine dernière que selon ce qu'ils ont entendu, ils n'ont pas encore étudié, mais selon ce qu'ils ont entendu, l'impact d'utiliser du biofuel est encore plus grand d'un point de vue biodiversité, pardon. L'impact est encore plus négatif d'un point de vue biodiversité que positif d'un point de vue carbone. Carbone, exactement. Ouais. Donc, on essaye de faire les choses bien, mais c'est que si on n'a pas ces informations-là, on peut partir et essayer de faire quelque chose de bien et au final, pas du tout. Donc, ce serait pour... est-ce que, par exemple, vous auriez d'autres exemples d'actions que les entreprises mènent assez bêtement en suivant un guide, vous avez du fuel, prenez du biofuel et c'est réglé, qui en fait ont un impact extrêmement négatif sur la biodiversité. Est-ce que vous auriez des exemples? Ce serait très intéressant. Plus disons que c'est plus, c'est en fait c'est quand les enjeux climat et biodiversité arrivent un peu en contradiction ou en tout cas tout n'est pas, c'est pas forcément positif pour tout. L'exemple, donc là oui, le biofuel, c'est parce qu'en fait, je pense que leur analyse, c'est qu'en fait, ça utilise beaucoup d'espace, en fait, d'hectares pour cultiver, en fait, de la moutarde, du colza qui va servir de biofuel. En fait, c'est des très grandes surfaces qui sont souvent en agriculture intensive. Et donc, ça génère sur la pression, changement d'usage des sols. En plus, vu que c'est la plus grosse pression, forcément, tout arrive là. Après, c'est par exemple l'exemple des éoliennes. Donc, les éoliennes, c'est super d'un point de vue carbone, mais du coup, ça peut, alors pas toujours, mais ça peut générer dans certains cas beaucoup d'impact sur la biodiversité. Donc, ça peut, par exemple, dans toute la vallée du Rhône, là, vous avez beaucoup de projets éoliens, en fait, et c'est pile poil dans la zone de migration d'un certain nombre de chauves-souris. Et donc, elles se font dégommer, quoi. Et donc, c'est un enjeu. Et en plus, les chauves-souris aujourd'hui, non seulement, on peut se dire, c'est pas grave, pauvre chauve-souris, mais c'est des animaux qui, par exemple, en ville, il y a pas mal de papiers scientifiques maintenant qui montrent que la présence de chauves-souris permet de réduire, par exemple, les risques de moustiques. En tout cas, vu qu'elles mangent des moustiques, beaucoup, elles permettent de réduire les risques de transmission de maladies par les moustiques. Il faut savoir quand même, le moustique, c'est quand même l'animal qui tue le plus d'humains dans le monde, devant les requins et les tigres. Et donc, du coup, la chauve-souris devient presque un allié pour lutter pour la santé humaine, quoi. Donc du coup, c'est parfois on a des enjeux, pareil, les panneaux solaires ou des choses comme ça. Enfin, en fait, du coup, ça demande d'extraire beaucoup de matières qui peuvent, in fine, avoir des impacts. Donc, c'est tout le débat de la transition écologique, des voitures électriques, tout ça. Enfin, on revient, c'est tout à fait, on est dans le sujet là. Donc, voilà. Merci beaucoup.
Mais de rien. Mais oui, il y a pas mal Parfois. d'exemples, mais ouais, c'est plus, ouais, effectivement, souvent, en voulant faire quelque chose de bien pour quelque chose, on peut pas tout peut pas être toujours dans le même sens. C'est comme pour les médicaments. On prend un médicament Ouais, pour voilà, quelque c'est chose, ça. potentiellement ça, ouais, voilà, c'est ça. Merci ça. beaucoup. Quelqu'un d'autre? Non? Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, 1, 2, 3, très bien. Merci beaucoup, Hortense. Merci à Donc, vous, merci à tout le monde. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a, peut-être inspiré et motivé pour, faire des choses. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des besoins et puis, bah, merci Maurice, merci Linda et merci Jean-Michel pour l'organisation et voilà. Ça suscite beaucoup de curiosité et ça donne envie d'approfondir le sujet. Ah bah, super, bah, tant mieux.